Alors, notre webinaire va se dérouler en 2 temps. Une première partie de questions-réponses que nous avons préparées, puis une deuxième partie avec les questions des internautes, donc vos questions posées lors de votre inscription ou qui vont être posées au fur et à mesure du webinaire sur notre chat. Alors, pour commencer, une épaule, c'est quoi exactement? Quelle est la physionomie d'une épaule, docteur Vitil? Je vous passe la parole. Bonsoir à tous, bonsoir Pauline, et je remercie toute votre équipe pour cette invitation. Là, vous avez affiché à l'écran une radiographie de l'épaule où on voit que l'épaule, c'est plusieurs articulations et 3 os principaux, la clavicule, l'omoplate en arrière et l'humérus. Vous pouvez tout de suite noter que c'est une articulation suspendue, qui est accrochée sur la cage thoracique par l'articulation sternoclaviculaire et par les muscles en arrière. Cette caractéristique de suspension du membre supérieur lui donne la faculté d'avoir beaucoup de mobilité, mais une certaine vulnérabilité, et qui peut expliquer pourquoi, vers l'âge de 50 ans, apparaissent des douleurs dans le cadre de tendinite, voire de rupture de la coiffe des rotateurs ou d'arthropathie. Ici, vous avez donc des vues UIRM qui montrent en fait que l'articulation de l'épaule est profondément enfouie sous des muscles, notamment la coiffe des rotateurs. Là, on voit la partie supérieure avec le supraépineux. Ici, vous avez une vue où on voit l'articulation de l'épaule avec en avant le muscle sous-scapulaire, en arrière le muscle infraépineux et latéralement cette espèce de gros muscle qui fait le galbe de l'épaule qu'on appelle le deltoïde. Donc ça, c'est une vue plus basse encore où on voit que l'omoplate s'articule avec la cage thoracique vers des muscles et en fait, on a un plan de glissement qu'on appelle musculo-thoracique et qui crée en partie la mobilité de l'épaule. Donc, je vais vous montrer sur un petit squelette en plastique ces différents éléments. Donc, vous avez ici la clavicule, en arrière l'omoplate et ici l'humérus. Alors, ce modèle n'est pas particulièrement exact, mais on peut voir ici le tendon du supraépineux qui permet l'élévation antérieure et l'abduction. En avant, le tendon du sous-scapulaire, qui est un tendon très important, qui est vraiment le chef d'orchestre de l'épaule. Et puis, plus en arrière, le tendon de l'infraépineux, qui permet les mouvements d'ouverture du bras qu'on appelle rotation externe. Vous avez un dernier invité qui est ici, qu'on appelle le biceps, et qui, lui, en fait, est un tendon, entre guillemets, accessoire, mais qui peut expliquer certaines douleurs de l'épaule. Tout ça se mobilise, notamment dans l'articulation de l'épaule, mais aussi au niveau de la scapula sur la cage thoracique. Il existe une dernière petite articulation qu'on a sur le dessus, qu'on appelle l'articulation acromio-claviculaire, qui est une articulation plutôt de stabilité, mais qui peut aussi avoir une pathologie propre. Voilà pour quelques petites notions fondamentales sur la morphologie de l'épaule. Merci beaucoup, c'est assez complexe. Quels sont les symptômes en fait qui doivent nous alerter? En fait, l'épaule, c'est une articulation qui est très mobile et donc qui est susceptible à toute douleur inflammatoire, tendinopathie ou autre lésion. Et en fait, au départ, ce qui doit alerter et ce qui doit éventuellement déclencher une consultation, c'est une douleur qui s'installe de façon progressivement, mais surtout qui persiste. Elle peut être liée à l'utilisation mécanique de l'épaule, c'est-à-dire cette douleur apparaît lorsqu'on fait certains mouvements, mais elle peut également exister au repos, et notamment la nuit. C'est aussi un signe d'alerte. Si les douleurs sont présentes la nuit et vous empêchent soit de dormir, soit de se coucher sur l'épaule, ça, c'est un signe qui doit inciter à la consultation. L'autre signe qui doit aussi inviter à une consultation, c'est le fait d'une perte de mobilité. Normalement, l'épaule est très mobile. On arrive à lever le bras très haut en arrière. On arrive à mettre la main derrière la tête. Si on a le sentiment que la mobilité se restreint de plus en plus, ça aussi, c'est un élément qui doit déclencher une consultation. Anne a tout à fait expliqué les symptômes principaux d'une cause très importante de douleur de l'épaule, qui est la capsulite rétractile, qui va associer perte de mobilité et douleur de l'épaule. Ça va commencer par une phase très douloureuse et qui progressivement va s'associer à une perte de mobilité de manière un peu insidieuse au quotidien pour des gestes de la vie courante. Et ces capsulites rétractiles, en fait, elles peuvent survenir soit de novo, comme ça, suite à un traumatisme minime, une petite douleur, une petite immobilisation,
éventuellement une intervention chirurgicale ou un traumatisme passé inaperçu. Et je crois que j'avais préparé un petit topo pour essayer de faire comprendre assez simplement les choses. En fait, j'explique, moi, aux patients qu'à partir du moment où une capsulite s'installe, il rentre dans un cercle vicieux où, suite à ce petit traumatisme, la douleur va inconsciemment inciter les patients à moins utiliser leurs bras. Et du coup, la capsule, l'enveloppe de l'articulation, qui est normalement fine et souple, va progressivement s'épaissir. Elle va s'associer à une inflammation de l'articulation, ce qui va générer des douleurs très importantes la nuit, mais aussi le jour, et des douleurs qui vont être majorées le soir quand on aura utilisé son épaule pour les gestes du quotidien. Sans traitement, on peut avoir des évolutions qui vont durer plusieurs mois, voire plusieurs années, et on va parler alors d'épaule gelée, qui peut durer 2 à 3 ans, avec un épaississement de la capsule. Et c'est cet épaississement, en fait, qui va vraiment bloquer les mobilités de l'épaule. Donc, on va avoir 2 éléments à traiter dans une capsulite, à la fois l'inflammation, un peu comme un petit incendie. Moi, j'explique ça comme ça aux patients. Il y a un départ d'incendie dans l'épaule et il faut, avant que les choses ne s'empirent, calmer les choses, calmer cette inflammation, puis tout doucement et progressivement assouplir l'épaule. Jamais de rééducation jamais de rééducation douloureuse, vraiment une rééducation qui doit être accompagnée par le kinésithérapeute et basée sur les étirements personnels. Donc, la diapo suivante, en fait, elle va vous montrer que le traitement, il existe un traitement pour la capsulite qui va consister à désamorcer la douleur inflammatoire par une infiltration qui rapidement pourra soulager les douleurs, mais qui ne sera pas suffisante pour guérir. J'associe de manière systématique un petit protocole d'assouplissement qu'on trouve facilement en ligne, qui est le protocole mis au point par le docteur Lyotard, basé sur des étirements personnels, 5 fois 5 minutes par jour, de manière très progressive, où chaque jour, on va essayer de gagner un petit peu en mobilité en étirant soi-même. Et je crois beaucoup à la participation active du patient dans son traitement, parce que le patient va être le meilleur juge de sa douleur. Donc, en fait, il va à la fois progresser et se limiter à la douleur en allant chercher un petit peu plus tous les jours le gain d'amplitude, sans subir en quelque sorte une rééducation peut-être un peu trop dure ou difficile parfois. Et avec ce traitement, on peut espérer une guérison plus rapide en quelques mois. Et donc ça, vraiment, alors ce schéma est un peu plus technique. En fait, il dit bien que si on vient casser le processus inflammatoire et le processus de fibrose, on va arrêter l'évolution péjorative de la capsulite. Beaucoup de patients ont une appréhension à subir une infiltration, mais il faut juste comprendre que c'est la bonne dose du bon médicament localisé au bon endroit et que cette anti-inflammatoire, cette infiltration, elle est nécessaire pour casser le processus d'enraidissement de l'épaule. Et donc vraiment, il faut retenir que la capsulite, c'est vraiment une cause principale de douleur de l'épaule. Ce n'est pas une pathologie chirurgicale. Surtout, il ne faut jamais opérer une épaule raide ou enraidie ou une capsulite. Il ne faut pas croire que la chirurgie sera le remède. Vraiment, l'amélioration passera par la rééducation et par l'infiltration. Et donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'une capsulite, c'est un événement transitoire qui peut venir se surajouter à une pathologie dite dégénérative ou d'usure, qui est la lésion de la coiffe des rotateurs. La lésion de la coiffe des rotateurs, c'est l'usure progressive en fait, des tendons de l'épaule, notamment parce qu'on va travailler un peu les bras en l'air, mais également parce qu'on a des facteurs prédisposants anatomiques, l'angle qui est dessiné ici sur la radiographie. Progressivement, à partir de 50 ans, on va commencer à avoir une certaine usure des tendons de l'épaule qui va aboutir à une inflammation et donc à une douleur. Et en fait, il faut comprendre que cette rupture, en fait, c'est comme l'usure au bout d'une chaussette. C'est comme ça que je l'explique à mes patients. On va avoir une usure progressive
avec parfois l'apparition d'un petit trou. Ce petit trou, il peut être gênant, il peut s'accompagner de douleur, et il ne va pas poser beaucoup d'autres problèmes que de la douleur. Et à ce moment-là, on peut traiter tout à fait légitimement par une infiltration, de la rééducation. Mais si cette lésion survient tôt, dans l'âge du patient, il faudra envisager une réparation. En revanche, chez des patients un peu plus âgés, on peut tout à fait se contenter d'une infiltration et de la rééducation. Mais toujours avec l'image du trou dans la chaussette, j'explique aux patients que ce petit trou, en fait, il va être le point de départ d'un élargissement de la rupture, et c'est là que les problèmes mécaniques vont survenir. Si plusieurs tendons de l'épaule sont rompus, eh bien, on va commencer à avoir une perte de force, une perte de certains mouvements éventuellement. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant plusieurs mois, plusieurs années, eh bien, les tendons peuvent être rompus, puis vont se rétracter progressivement. Et passé un certain délai, eh bien, ces tendons ne seront plus réparables. Donc, il est important, en fait, à la fois de consulter son médecin généraliste, d'obtenir une imagerie, éventuellement par échographie, dans un premier temps, pour essayer d'évaluer un peu l'étendue de cette rupture. Parce qu'en fait, si on laisse passer quelque part le temps de la réparation, eh bien, les tendons vont se détacher complètement du haut de l'humérus, du bras, et puis les muscles qui sont derrière ces tendons, les moteurs de l'épaule, ils vont se mettre au repos et se transformer petit à petit en graisse. Et une fois que ces muscles seront transformés en graisse, c'est fini, on ne pourra plus réparer. Et souvent, à ce moment-là, les patients peuvent être gênés et sont demandeurs d'une chirurgie qu'ils avaient parfois refusée ou alors qu'on ne leur avait pas proposée. Et quand il y a plus de graisse que de muscles, comme sur cette image IRM, eh bien, la réparation sera vouée à l'échec. Donc, le gros de la pathologie de l'épaule, la majorité des patients qui sont gênés par des douleurs d'épaule, ça va être une lésion de la coiffe, soit très débutante, souvent étiquetée comme une tendinite, mais souvent une lésion débutante, puis réellement une rupture. Et là, en fonction de l'âge, en fonction de l'activité des patients, de la demande fonctionnelle, il faudra peut-être réfléchir à une chirurgie. Donc, si toutefois on envisage une réparation chirurgicale, si tous les critères sont réunis, c'est-à-dire un patient motivé, qui a déjà eu une infiltration, qui est en échec d'une rééducation, qui a une épaule souple, on l'a dit, il n'a pas de capsulite, eh bien, on va envisager éventuellement une réparation de la coiffe des rotateurs pour préserver son capital tendineux, pour préserver la fonction et restaurer une épaule indolore et fonctionnelle. Et donc, c'est une intervention qu'on peut faire en ambulatoire, soit sous anesthésie locale, soit générale, plus on endort l'épaule. Et la plupart du temps, c'est une chirurgie qui va être réalisée sous arthroscopie, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs petits trous, on va mettre une caméra dans l'épaule, et puis par différents petits trous, on va introduire des instruments avec une petite attache qu'on va pouvoir mettre dans l'os, qui s'appelle une ancre. En fait, c'est comme une cheville qu'on mettrait dans un mur et sur laquelle il y a des fils accrochés qui vont permettre de faire de la couture, rafistoler le bout de la chaussette un peu abîmé et puis venir plaquer le tendon. Il faut savoir quand même que quand on sort de la salle opératoire, la réparation, elle autorise la rééducation directement. Elle n'autorise pas le port de charge, mais rapidement, et la clé d'une bonne évolution, c'est là encore un assouplissement rapide après la chirurgie. Mais comment est-ce qu'on fait un diagnostic et c'est quoi les examens à faire pour nous, patients? Moi, je ne sais pas si Anne est d'accord, mais je pense que ce qu'il faudrait que les patients retiennent, c'est qu'il ne faut pas exiger tout de suite une IRM. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yves. En fait, le diagnostic est d'abord et commence toujours par l'examen clinique. Je reviens sur mon petit modèle. L'épaule, en fait, elle a plusieurs compartiments anatomiques. On a effectivement l'articulation de l'épaule, mais on a l'articulation acromioclaviculaire et on a aussi des dysfonctionnements scapulo-thoraciques. Et l'examen clinique nous permet vraiment de savoir quel est le problème de l'épaule. Est-ce qu'on a une arthrose acromioclaviculaire et l'épaule va très bien? Est-ce qu'on a une tendinite, une rupture de la coiffe des rotateurs, auquel cas il faut se focaliser sur l'articulation gléno-humérale,
ou est-ce que c'est l'omoplate qui fait mal son travail sur la cage thoracique? Donc, pour moi, l'examen clinique est indispensable et va permettre de cibler les examens complémentaires. Le bilan de base, même si on dit la radio ne sert à rien, la radio fait partie du bilan de base en complément avec l'échographie. La radiographie permet en fait de voir la morphologie globale de l'épaule, d'identifier des lésions arthrosiques, éventuellement d'identifier des calcifications ou de voir des signes indirects de rupture de la coiffe des rotateurs. L'échographie est un examen de débrouillage, il est facile, il est accessible et il nous permet de répondre déjà à 80% de la problématique. Quelqu'un qui a une tendinite pure et qui cliniquement n'a pas de déficit pourra avoir l'accès directement au traitement médical. Je pense, comme le dit Yves très justement, l'IRM, elle doit être réservée sur des patients sur lesquels, d'emblée après l'examen clinique, on suspecte une rupture tendineuse ou si un patient a déjà eu une prise en charge et cette prise en charge ne permet pas de soulager l'épaule, il a déjà eu un bilan de base. À ce moment-là, on va plus loin avec l'IRM. Mais déclencher une IRM systématiquement pour toute douleur d'épaule, je pense que c'est aller un peu trop loin parce qu'on peut déjà traiter beaucoup de patients avec des choses beaucoup plus simples. Ouais. Un petit mot sur l'arthroscanner, je profite. L'arthroscanner, pour moi, reste un examen préopératoire ou un examen si on a un doute diagnostique. On utilisait beaucoup l'arthroscanner il y a déjà une dizaine d'années parce qu'on avait peu d'accès à l'IRM. Maintenant, les machines d'IRM sont de plus en plus nombreuses. Les délais de rendez-vous se sont raccourcis. C'est un examen qui est de plus en plus performant et pour moi permet de répondre à 95% des questions qu'on peut se poser vis-à-vis d'une épaule douloureuse. Pour moi, l'arthroscanner reste et devient de plus en plus marginal. Il reste d'actualité sur toutes les pathologies ligamentaires et du labrum. C'est vraiment très spécifique. Ça concerne plutôt les patients jeunes qui ont des problèmes d'instabilité d'épaule. Mais par exemple, un patient qui a une rupture de coiffe, on peut tout à fait faire un diagnostic complet avec une IRM de bonne qualité et des radiographies. Oui, complètement. Je pense qu'il est important de… Souvent, l'une des plaintes des patients, c'est qu'ils ont attendu longtemps pour avoir leurs examens, ils ont attendu longtemps pour avoir le rendez-vous avec le chirurgien. Et il faut, comme tu l'as dit, Anne, que les patients entendent que l'examen clinique est fondamental. C'est-à-dire qu'on peut porter un diagnostic, on peut déjà beaucoup aider les patients, rien qu'en les examinant avec peu d'examens complémentaires. Une radio, éventuellement une échographie. Et aller voir un chirurgien, consulter un chirurgien, n'est pas synonyme d'opération. C'est prendre l'avis d'un chirurgien. Et ça, c'est important que les patients soient, là encore, force de proposition auprès de leur médecin généraliste, de demander à voir rencontrer éventuellement un chirurgien plutôt que de réclamer une IRM qui ne sera pas indiquée. Parce que l'avis du spécialiste qui a l'habitude de telle ou telle articulation sera très pertinent pour faire progresser le diagnostic, proposer des solutions thérapeutiques et finalement aider à raccourcir ces délais de souffrance pour les patients. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yves. Pour la meilleure illustration, c'est que la capsulite rétractile, le diagnostic est clinique. Il n'y en a pas besoin d'examen complémentaire. Une personne qui a une douleur croissante de l'épaule, avec une sensation de perte de mobilité, de perte de fonction, avec une perte de la rotation externe, le diagnostic est fait. On n'a pas besoin de choses autres. En revanche, on peut éventuellement faire échographie, radiographie pour éliminer un doute diagnostique, mais le diagnostic est clinique. Et l'épaule, comme tu le soulignes très justement, Yves, c'est une articulation qui est très médico-chirurgicale. En fait, c'est ça qui fait tout son attrait. Le fait d'examiner les patients, nous, on est chirurgien, d'accord, mais aussi on est spécialiste de cette articulation qui est parfois bien difficile à comprendre. Et moi, régulièrement, je reçois comme toi des patients en consultation qui ont juste besoin d'un avis pour avoir le bon diagnostic et partir dans la bonne direction thérapeutique, qui n'est pas forcément chirurgicale. Oui, on voit beaucoup de patients en consultation et il y en a peu à opérer, peu qui relèvent d'un traitement chirurgical, mais beaucoup qu'on va pouvoir aider par la prescription d'une infiltration, de conseils de kiné. Et c'est vrai que typiquement, je reparle de la capsulite, c'est parfois une pathologie qui est mal connue par les kinésithérapeutes, les médecins traitants, et les patients souffrent des mois avant d'arriver, moi, dans mon cabinet, où je fais effectivement le diagnostic en quelques minutes en les examinant. Alors,
Justement, c'est très clair sur le diagnostic. Est-ce qu'on peut passer maintenant à la question qu'on attend tous, et donc pour tous les deux, hein, est-ce qu'il existe des traitements pour guérir ou pour soulager? J'imagine que ça dépend des pathologies et je passe la parole. Pour les traitements, oui, il en existe, bien entendu. Tout ce qui est tendinite d'épaule qui n'est pas accompagné de rupture tendineuse ou de petites ruptures chez des gens un peu âgés sans domaine fonctionnel importante, on peut faire des infiltrations. Ça, c'est sûr, ça permet de soulager les phénomènes inflammatoires. Je reprends mon petit modèle. C'est très important de bien prescrire l'infiltration. Est-ce qu'on a un problème articulaire, auquel cas on fera une infiltration intra-articulaire? Est-ce qu'on a un problème au niveau d'une tendinopathie superficielle avec une bursite? À ce moment-là, on sera dans l'espace sous-acromial. Ou est-ce que c'est un problème d'une arthrose acromioclaviculaire? On a 3 compartiments anatomiques, il faut bien les identifier pour bien cibler l'infiltration. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent « Moi, j'ai déjà eu 2 infiltrations, mais ça n'a pas marché ». Souvent, la question est « Est-ce qu'elles ont été faites au bon espace anatomique ?» Ça, c'est une première question. Une fois que l'infiltration est faite, souvent, on complète le traitement par de la rééducation. Pour tout ce qui est rupture tendineuse, notamment chez des gens jeunes avec une demande fonctionnelle importante, c'est vrai que le traitement médical va avoir une place qui est beaucoup plus petite que pour des gens plus âgés, plus sédentaires. Nous, certaines ruptures de coiffe, notamment Yves en a parlé un petit peu, les ruptures du supraépineux sont très fréquentes. Si on a une extension vers l'avant ou vers l'arrière, là, même si la rupture n'est pas très rétractée, on incitera les gens plutôt à la chirurgie parce qu'on sait que ce sont des ruptures évolutives. La rétraction du tendon va apparaître, l'atrophie musculaire va apparaître et là, on risque d'arriver trop tard. Donc, on a vraiment une discussion à avoir avec nos patients en fonction de leurs demandes, en fonction de leurs douleurs et en fonction des examens complémentaires. Et c'est à ce moment-là que l'IRM a toute sa place parce qu'elle nous permet d'avoir un diagnostic complet au niveau de l'atteinte tendineuse, quelle est l'étendue, au niveau de la rétraction, au niveau de la qualité musculaire et s'il existe aussi une arthrose associée. Oui, tout à fait. Et en complément, pour les douleurs d'épaule, il y a une notion très importante qui est importante à retenir, c'est que la mobilisation ne nuit jamais. C'est-à-dire que même s'il y a une rupture de coiffe annoncée sur une IRM, ou une échographie, même si le kinésithérapeute, quelqu'un suspecte un tendon rompu, surtout, de grâce, n'immobilisez pas votre épaule. Faites des assouplissements parce que la mobilisation et l'assouplissement de l'épaule, et d'une, vous fera du bien, et de 2, permettra d'éviter l'enraidissement qui, je le répète, est une contre-indication à une opération. Si on a un patient qui arrive avec une lésion à opérer, un tendon rompu à opérer, mais que son épaule est raide, on devra différer la chirurgie. Alors que la mobilisation de l'épaule, finalement, elle va avoir un effet anti-inflammatoire, elle va permettre de préparer l'épaule, de l'assouplir et de préparer une éventuelle chirurgie. Donc, de toute façon, hormis fracture, et ça, le diagnostic est fait assez rapidement, l'assouplissement, la mobilisation de l'épaule n'est jamais nocive. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Yves. En fait, moi, effectivement, quand je vois des patients arriver avec une attelle pour une rupture de coiffe ou une lésion tendineuse partielle, ça n'a pas de sens. En fait, il faut comprendre que ces tendons de la coiffe des rotateurs, l'usure progressive fait partie du vieillissement naturel de l'épaule. L'épaule vieillit de 2 façons, soit par usure tendineuse progressive, soit par apparition d'une arthrose. Parfois, les 2 se combinent. Mais quelqu'un qui vient avec une attelle parce qu'on pense que le tendon va cicatriser ou qu'on pense que ça va limiter l'extension de la lésion tendineuse, en fait, ça ne va faire que rajouter un problème supplémentaire à la prise en charge. Donc, la mobilisation, je suis tout à fait d'accord, elle est toujours bénéfique. Bien sûr, il faut être quand même prudent dans les gestes très en force ou très en hauteur, mais elle va aussi permettre de soulager. Les phénomènes inflammatoires vont s'accumuler sur une épaule qui est immobilisée. Donc ensuite, on va avoir une raideur qui s'installe et effectivement, on va être obligé de commencer par un travail d'assouplissement avec le kinésithérapeute avant de pouvoir accéder au traitement. Donc, pas d'immobilisation préopératoire ou préventive. Et je rebondis, j'ai survolé 2-3 questions. Je voulais reparler des infiltrations. Déjà, donc il faut vraiment faire tomber des légendes urbaines. Les infiltrations n'abîment pas les tendons.
Les infiltrations ne sont pas nocives. Si votre médecin vous propose une infiltration, c'est qu'il est intimement persuadé que c'est bénéfique pour vous. Et il faut vraiment faire confiance aux professionnels que vous avez en face de vous, parce que l'infiltration, c'est, je le répète, juste le bon médicament au bon endroit. Et comme l'a dit Anne, il y a plusieurs compartiments dans une épaule qui sont tous étanches entre eux. Donc, même si une infiltration a été réalisée et n'a pas marché, déjà, il faut savoir si elle a été bien réalisée, sous un contrôle échographique ou radiographique, et puis dans le bon compartiment. L'infiltration, ce n'est pas une mésothérapie. Hein. La mésothérapie, c'est différent. On va juste injecter en sous-cutané un peu d'anti-inflammatoire. On ne va pas dans l'articulation. Donc, on est forcément beaucoup moins efficace. Donc, vraiment, il y a une place très importante dans la pathologie de l'épaule à ce traitement dit médical, c'est-à-dire assouplissement, infiltration, parce que si on entretient des douleurs et une raideur de l'épaule, eh bien, ils vont s'associer des rétractions musculaires, des douleurs au niveau du trapèze quasi systématiques, des douleurs devant au niveau du petit pectoral. Là, les kinés et les ostéopathes peuvent avoir un rôle important pour lever ces tensions musculaires qui vont venir perturber quelque part le fonctionnement de l'épaule. Merci. Et si les douleurs persistent, qu'est-ce que vous pouvez prescrire en fait? Comment faire? Si les douleurs persistent malgré un traitement médical complet, et ça comprend l'infiltration, qui a le but de soulager et de diminuer les phénomènes inflammatoires, et toujours complété à la rééducation. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Si on fait que la moitié du traitement, c'est logique qu'on n'ait que la moitié de soulagement. Donc, si ce traitement médical complet ne permet pas de soulager, à ce moment-là, effectivement, on proposera des interventions chirurgicales. Si c'est une tendinite pure, on peut faire ce qu'on appelle des nettoyages sous arthroscopie, c'est-à-dire qu'on va aller nettoyer de tous les tissus inflammatoires. On va éventuellement raboter un petit peu l'acromion pour avoir un petit peu plus d'espace au-dessus des tendons de la coiffe des rotateurs pour avoir une meilleure mobilité, une meilleure utilisation de l'épaule. Et puis, si effectivement ces douleurs persistent dans le cadre d'une rupture de la coiffe des rotateurs, même si cette lésion est petite et qu'elle n'arrive pas à être soulagée par le traitement médical, à ce moment-là, on proposera la chirurgie pour pouvoir aller réparer ce tendon. On ne peut pas soulager avec des médicaments oraux? Il est difficile de réussir à maîtriser les douleurs d'épaule par des médicaments oraux. Il faudrait en prendre beaucoup, à des doses importantes, et qui, du coup, là, vont avoir des effets secondaires. Donc, c'est souvent comme ça que j'argumente. J'essaie de convaincre les patients qui sont réticents aux infiltrations. Il ne me paraît pas logique de prendre des wagons de médicaments qui vont être peu efficaces, alors que la bonne dose du médicament bien injecté au bon endroit sera beaucoup plus efficace. Et si effectivement, comme l'a dit Anne, les douleurs reviennent malgré l'infiltration, malgré les assouplissements bien réalisés, une épaule parfaitement souple, là, on est ce qu'on appelle en échec d'un traitement médical bien conduit. Et donc, on va réfléchir à une chirurgie. Très bien. Alors, dernière question avant vos questions, les questions des internautes. Quelle conduite tenir face à une maladie de l'épaule en termes de sport, d'alimentation, d'hygiène de vie? C'est quoi vos recommandations? Alors, premièrement, si l'épaule est douloureuse et qu'on est en cours de traitement, on suspend un petit peu les activités sportives. Ou alors, on autorise des sports doux, hein, comme la natation, qui est vraiment un sport très intéressant pour l'épaule. Mais tant que l'épaule n'est pas redevenue indolore, tous les sports un peu à risque, bien sûr, sont mis de côté. Après, se pose toujours la question des compléments alimentaires. Est-ce que j'arrête le lait? Est-ce que je prends plutôt du curcuma? Pour le moment, la littérature ne donne aucune preuve scientifique à tous ces traitements. On sait que chaque fois qu'on prend un traitement, on a presque 20% d'effet placebo. Si ces traitements ne sont pas dangereux et qu'ils soulagent de ce fait, pourquoi pas? Mais on n'a pas, nous, d'indication à, par exemple, interrompre le lait parce que quelqu'un a une calcification d'épaule. Ça, pour nous, ça n'a pas de preuve scientifique. La deuxième chose aussi, c'est que toutes ces inflammations, ces tendinites de l'épaule surviennent à la suite des millions de petits gestes qu'on fait tous les jours. Alors, notamment les gens qui sont sur ordinateur toute la journée, moi, je les invite à bien réfléchir sur leur position par rapport à l'ordinateur.
hein. Il y a des critères ergonomiques où on dit il faut que les coudes soient à 90 degrés, etc. Je pense qu'il faut avoir une réflexion sur le poste de travail pour être bien installé et éviter en fait ces inflammations liées en fait à des mauvaises positions, surtout si les patients passent plusieurs heures par jour sur leur ordinateur. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. La, la pathologie de l'épaule, quelque part, il faut comprendre que tout le monde a vocation à avoir mal aux épaules à un moment donné de sa vie, quelle que soit son activité professionnelle. Certains facteurs peuvent accélérer, favoriser l'apparition de ces douleurs, mais on peut éviter en fait l'apparition de douleurs d'épaule ou réussir à les maîtriser en adaptant le poste de travail, en pensant à du bon sens finalement, à penser à s'étirer, à bouger, à ne pas être positionné de manière statique pendant des heures au travail. Et peut-être qu'il faudrait qu'on prenne un peu plus exemple sur notamment les Japonais, hein, qui instaurent de manière obligatoire des étirements et des séances de yoga à intervalles réguliers sur leurs activités professionnelles. Je pense vraiment que la sédentarité est nocive pour les épaules notamment. Donc, de l'étirement, un peu d'activité physique type natation, comme tu l'as dit, c'est tout à fait bénéfique. Très bien, on retient bien qu'il faut bouger si on a mal à l'épaule. Je vous propose maintenant de passer aux questions des internautes et Hélène, je te passe la parole. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre participation. Vous avez très nombreux à nous envoyer des questions dans le chat. J'en ai identifié quelques-unes que je vais vous poser tout de suite, Dr Vidil et Dr Bouju. C'est la question d'une patiente qui indique qu'un chirurgien lui a récemment conseillé une prothèse inversée et donc savoir en quoi consiste cette prothèse et si c'est un acte qui peut être plus intéressant. En fait, la prothèse inversée, elle peut être indiquée dans certaines situations, notamment dans les suites d'une large rupture de coiffe qui n'aurait pas été réparée ou qui a été réparée mais qui n'a pas permis une cicatrisation des tendons, où l'épaule ne reste plus bien centrée dans l'emplacement qui était prévu à cet effet. Et la tête de l'humérus va avoir tendance à s'ascensionner, c'est-à-dire venir frotter un peu sous l'os acromial. Cette situation de rupture de coiffe dépassée quelque part va aboutir à une douleur importante et parfois, et même dans la plupart des cas, à une impotence. Une impotence, ça veut dire que les patients ne pourront pas lever le bras au-dessus du plan de l'horizontale. Et donc, longtemps, il n'y avait pas de solution pour ce type de patient. Et on doit l'invention de cette prothèse à un Français, le professeur Gramont, qui a eu l'idée en fait d'inverser l'anatomie de l'épaule. Ça peut paraître un peu étonnant, mais moi aussi j'ai une petite maquette. On en profite. On a une prothèse. En fait, ça c'est une prothèse inversée. Vous voyez ici l'omoplate avec là une boule sur l'omoplate et un creux sur l'humérus. Alors que l'anatomie classique, c'est une boule sur l'humérus et un creux sur l'omoplate. Et donc, la prothèse étant en place comme ça, on va pouvoir avoir une mobilisation du bras autour de la boule placée dans l'omoplate par l'action du deltoïde. Et en fait, vu que le deltoïde va tirer l'humérus vers le haut, l'humérus va venir se positionner contre la sphère et effectuer un mouvement de rotation, d'élévation, sans avoir de conflit entre les deux morceaux d'os ici. Donc oui, une prothèse inversée peut être indiquée, mais dans de très rares cas, plutôt pour des patients âgés, hein, mais c'est une excellente solution pour les douleurs d'épaule récalcitrantes dans l'hypothèse d'une rupture de coiffe dépassée. Merci beaucoup. Docteur Vidil, on a une question sur l'ostéonécrose, un patient qui a une ostéonécrose des deux épaules et savoir comment on peut soulager les douleurs.
Alors ça, c'est une question difficile. Ah, pardon. En fait, l'ostéonécrose au niveau de la tête humérale est assez rare. Elle peut survenir après un traumatisme ou dans certaines circonstances. On sait que les facteurs de risque, la prise par exemple de traitements cortisoniques sur une longue période ou aussi des maladies métaboliques comme la drépanocytose vont en fait donner une nécrose, c'est-à-dire l'équivalent d'un infarctus osseux, c'est-à-dire la perte de la vascularisation de la tête humérale. Alors, en fait, on prend le petit schéma, elle va concerner vraiment la tête de l'humérus. Et comme la tête de l'humérus s'articule avec l'omoplate, elle va avoir un impact au niveau de la mobilité et donner des douleurs du fait de la souffrance articulaire. Alors, la réponse est tout dépend de l'âge de la personne. Si on a un patient qui est jeune, on va essayer des traitements médicaux. D'abord des infiltrations de cortisone, éventuellement ce qu'on appelle de la viscosupplémentation, c'est-à-dire l'injection de gel d'acide hyaluronique au niveau de l'articulation de l'épaule qui va permettre de recréer, entre guillemets, le liquide articulaire normal. Ça, on sait que ça peut fonctionner. On peut aussi avoir des actions locales sur la zone d'ostéonécrose. Tout dépend de l'aspect au niveau de l'IRM. On sait qu'on a, nous, des forages, des injections de cellules souches qui permettent en fait de soulager. Si la personne est un petit peu plus âgée et qu'on a déjà une arthrose, on va alors proposer éventuellement des traitements médicaux de première intention. Mais si l'arthrose est déjà installée, on va parler en fait la mise en place d'arthroplastie. Alors, elle peut être partielle. On a parfois il existe des petits boutons qui sont des mini-prothèses qu'on peut implanter au niveau de la zone d'ostéonécrose, ou alors si celle-ci est envahie et que la tête est déjà déformée, passer sur des prothèses totales, anatomiques, qui vont vraiment resurfacer l'intégralité de l'articulation. Donc, par rapport à cet internaute, je pense que c'est important qu'ils prennent un avis spécialisé et vraiment le diagnostic et la prise en charge thérapeutique va dépendre de son âge et du stade évolutif de l'ostéonécrose. Merci beaucoup. Docteur Bouju, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles sont les causes de la calcification? Alors, la calcification, en fait, c'est un dépôt de calcium sur les tendons de l'épaule. Ce dépôt de calcium, on peut l'observer sur des tendons au niveau du poignet, au niveau de la main, au niveau de la cheville, mais principalement au niveau de l'épaule. C'est une cause fréquente de douleur de l'épaule entre 35 et 60-65 ans à peu près. Il n'y a pas de cause particulière, il n'y a pas de régime alimentaire, comme l'a dit Anne, qui favorise ou qui élimine les calcifications. C'est un peu une fatalité. Enfin, il n'y a pas de. On va découvrir ça souvent à l'occasion d'une radiographie ou alors de manière fortuite, c'est-à-dire les patients n'avaient pas spécialement de douleur, on fait une radiographie, on va découvrir cette calcification, ou bien lors d'un bilan de douleur d'épaule, et c'est là encore l'intérêt de commencer par une radiographie standard, parce que une douleur d'épaule qui va s'accompagner d'une calcification sur la radiographie, bien, on aura rapidement l'explication, et là, ça stoppera le processus diagnostique, on n'aura pas besoin d'IRM. Donc, il n'y a pas réellement d'explication. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que les calcifications, elles peuvent facilement être traitées médicalement, sans chirurgien, en étant aspirées sous contrôle échographique. Ça a plusieurs intérêts, à la fois de soulager un peu les patients à court terme, et puis d'éviter ce qu'on appelle la crise de libération d'une calcification. C'est-à-dire que parfois, les calcifications vont se rompre dans l'espace sous-acromial, c'est-à-dire entre les tendons et l'os. Et cette libération de calcification va créer une crise inflammatoire très, très importante qui va s'accompagner de douleurs extrêmement importantes pendant 3 à 4 semaines, et très difficilement supportables par les patients. Et donc, pour avoir régulièrement des patients qui arrivent en consultation au bout du rouleau avec ce type de douleur, il est préférable d'éviter, quand on connaît l'existence d'une calcification, d'éviter cette crise en la faisant aspirer par un radiologue
ou par un échographiste. Il est très rare, moi que j'ai besoin dans ma pratique courante d'opérer une calcification. Ça va être sur demande quelque part du radiologue qui va me communiquer sa difficulté à effectuer le geste. Elle est trop difficile, trop grosse. Et donc, il n'arrivera pas à traiter complètement le patient. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, mais toujours sur la calcification, est-ce qu'une calcification opérée peut revenir? Alors, il est rare qu'elle revienne au même endroit. Il est très fréquent qu'on en ait des deux côtés. C'est très rare que ça se reconstitue exactement au même endroit. D'accord, merci beaucoup. Docteur Vidil, de manière préventive, est-ce qu'il y a des postures, des mouvements ou des activités sportives à privilégier ou à éviter pour anticiper des futurs problèmes à l'épaule et des douleurs? C'est une question vaste. En fait, la posture de l'épaule est très importante et Yves, on a déjà parlé tout à l'heure. Si on est tout avachi, les épaules en avant sur notre clavier d'ordinateur, c'est sûr que ça va mal se passer. C'est vrai que la sédentarité nous fait avoir cette posture. Et donc, je pense que si on travaille longtemps sur ordinateur, il faut effectivement bien dégager les épaules et faire des petites pauses pour faire des petits exercices d'étirement. Concernant les ruptures de la coiffe des rotateurs, on n'a pas de traitement préventif. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la rupture des coiffes des rotateurs, elle fait partie du processus de vieillissement naturel de l'épaule. Les tendons sont des structures relativement fragiles, elles s'usent petit à petit et apparaît ensuite la déchirure. Alors, c'est sûr que cette déchirure peut survenir plus tôt dans la vie, notamment chez les travailleurs manuels lourds, des gens qui travaillent par exemple dans le bâtiment, qui ont les bras en l'air avec des manœuvres en force répétitives. Ça, effectivement, ça peut accélérer le processus d'usure et de rupture tendineuse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une certaine prédisposition génétique. On sait qu'il y a des gens qui vont vous démonter une maison sans avoir 1 gramme de tendinite ni de lésion, et puis des gens qui vont faire un petit bricolage du dimanche et vont avoir des douleurs très intenses à la suite de ce petit bricolage. Donc, il n'existe pas de traitement préventif de la rupture tendineuse. Ça ne sert à rien de s'immobiliser le bras. Ça ne va pas avoir d'influence sur la déchirure tendineuse. Peut-être ça va calmer un petit peu l'inflammation, mais ça va faire apparaître une raideur qui va augmenter un problème supplémentaire. Merci beaucoup. On a énormément de questions sur la bursite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment traiter une bursite, soulager une bursite? Alors, la bursite, en fait, c'est un plan de glissement qu'on a naturellement à la face superficielle des tendons de la coiffe des rotateurs et qui permet le glissement de l'épaule sous cette excroissance osseuse qu'on appelle l'acromion. En fait, normalement, ce feuillet est tout fin et permet naturellement à l'épaule de fonctionner. De temps en temps, soit par du fait de manœuvres répétitives d'une chute, cette bourse séreuse peut s'inflammer et la bursite apparaît. Alors, ça, dans les stades très débutants, on peut éventuellement tenter des anti-inflammatoires en comprimé, en sachant que je rebondis sur ce qu'avait dit Yves tout à l'heure, c'est que les doses nécessaires pour soulager ces bursites, en fait, nécessiteraient de prendre des comprimés en nombre très important. Et c'est pour ça que si jamais, avec le traitement anti-inflammatoire, en comprimé, on n'a pas de soulagement, on ira assez vite sur l'infiltration cortisonique. Pourquoi? Parce que la bursite est une inflammation de la bourse sous-acromio-deltoïdienne. Le meilleur traitement est un anti-inflammatoire à forte dose. La cortisone en injection locale, si on peut donner une image à cette infiltration, c'est comme si on délivrait localement l'équivalent de 50 comprimés d'anti-inflammatoires. Donc ça, c'est très intéressant. Ça sera très efficace. Ça permettra de soulager. Et ensuite, bien sûr, il faudra faire de la rééducation. Même si l'épaule est souple, elle permettra de redonner une bonne dynamique de l'épaule, de bien redonner en fait la bonne posture pour avoir une utilisation optimale de l'épaule et éviter la récidive de la bursite. Oui, tout à fait. La bursite, c'est un signal d'alerte d'une mauvaise utilisation ou d'une prédisposition aux pathologies de l'épaule. Et souvent, il y a un amalgame qui est fait par les professionnels de santé entre tendinite et bursite. La majorité des douleurs d'épaule d'un patient jeune
va plutôt être une bursite qu'une réelle tendinite. Les tendons de l'épaule, ils sont rarement inflammés, réellement inflammés. C'est souvent vraiment la bursite, comme tu l'as dit, qui pose problème et qui est une vraie poche inflammatoire. Donc, dès qu'on va lever le bras, ça va écraser cette poche, ça va générer des douleurs. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question qui est également souvent revenue sur la place du rhumatologue dans la prise en charge des maladies de l'épaule. Quelle est sa place et comment accompagne-t-il le patient? Alors, le rhumatologue, en fait, ça va être un médecin qui est spécialisé dans les os, articulations, tendons, et qui va avoir une vision médicale des choses, qui est tout à fait à même de traiter la majorité des pathologies de l'épaule, tant qu'elles répondent au traitement médical. C'est-à-dire que le rhumatologue sera tout à fait apte à poser le diagnostic, à prescrire et réaliser une infiltration, prescrire éventuellement de la rééducation, mais il passera la main, ou il devra passer la main, quand ce traitement sera résistant. C'est-à-dire que si on fait une infiltration, mais que rapidement les douleurs reviennent, les patients considèrent que c'est un échec. Moi, je considère que c'est une bonne orientation diagnostique. Si l'infiltration a marché, mais que les douleurs reviennent rapidement, eh bien, c'est le signal pour dire qu'il y a une lésion anatomique à aller réparer. Dans ce cas-là, il faut appeler le réparateur et c'est le chirurgien. Moi, pour ma part, en fait, je considère le rhumatologue comme un partenaire. En fait, comme vous l'avez compris, l'articulation de l'épaule, c'est une articulation médico-chirurgicale. Nous, on opère. Les rhumatologues ont toute la prise en charge du traitement purement médical qui a vraiment une place importante dans la pathologie de l'épaule. Donc, c'est un praticien, comme le dit Yves, qui va effectivement pouvoir faire un diagnostic, commencer le traitement médical avec des infiltrations et de la rééducation. Et c'est sûr que, en fait, cette collaboration permet pour des patients qui sont en échec thérapeutique de savoir est-ce qu'on continue le traitement médical parce qu'on n'a pas d'indication chirurgicale ou est-ce que la pathologie nécessite une intervention. Merci beaucoup. Alors, je pose cette question à vous deux. Quel est votre avis sur les ondes de choc comme traitement? C'est rarement bien supporté par les patients et l'efficacité n'est pas prouvée. Je suis tout à fait d'accord avec Yves. C'est un soin qui est douloureux. Effectivement, le but de ces ondes de choc, c'est de créer des micro-traumatismes au niveau du tendon et permettre ensuite sa cicatrisation. Ça peut être une thérapeutique qui peut être proposée, mais c'est vrai qu'elle est douloureuse. Certains disent on l'utilise exclusivement dans les calcifications pour casser ces calcifications. Je pense qu'on n'est pas sur le bon paradigme et je pense qu'il faut vraiment les utiliser avec beaucoup de précautions. Je pense qu'il faut retenir que créer de la douleur et générer de la douleur, que ce soit par une absence de médicaments antalgiques, une rééducation trop intensive, des ondes de choc, sera toujours nocive pour les pathologies de l'épaule. Merci beaucoup. Je vous propose de terminer avec 2 questions. Donc, les infiltrations, vous en avez parlé plus tôt, c'est revenu très fréquemment dans le chat. Est-ce que vous pourriez rapidement redire par combien on peut faire d'infiltrations par an, à quelle fréquence, et puis respécifier s'il y a un danger ou non à en faire? Alors, il n'y a pas de fréquence particulière, il n'y a pas de nombre particulier. On dit, la légende urbaine dit 3 infiltrations par an. Non, l'infiltration reste un traitement à part entière. Si effectivement elle fonctionne, 1, peut-être 2 suffisent. Après, effectivement, les infiltrations ne sont pas nocives pour l'épaule, à condition qu'elles soient correctement réalisées, c'est-à-dire avec un guidage par radiographie ou par échographie. Ce qui est nocif, c'est l'infiltration où le produit est directement injecté dans une structure anatomique qui n'est pas prévue pour ça. Le but de l'infiltration, ce n'est pas d'injecter le produit dans le tendon, mais au contact du tendon, que ce soit sur sa face profonde dans l'articulation de l'épaule ou sur sa face superficielle au niveau de la bourse sous-acromiodélectoïdienne. Mais c'est vrai qu'on a eu à un moment beaucoup de patients qui étaient déçus par les infiltrations et on s'est rendu compte qu'en fait, que ces infiltrations soit n'étaient pas placées dans le bon espace anatomique, ce qui explique leur échec, soit pas correctement réalisées, ce qui explique également leur échec. Les études scientifiques bien faites montrent bien que même un praticien qui a l'expérience, s'il réalise une infiltration à l'aveugle, dans 30% des cas, c'est-à-dire 1 fois sur 3, il est à côté de la cible. À l'aveugle, ça veut dire sans échographie ou sans radiographie. Donc, une infiltration, elle doit être en 2023 guidée.
Merci beaucoup. Une toute dernière question, alors un peu plus technique. Dans le cas de l'opération de la coiffe des rotateurs, si celle-ci est en échec, est-ce qu'une nouvelle opération est envisageable? Sinon, quelles sont les autres options? Alors, tout dépend à quoi ça ressemble. Ça devient technique. Voilà, ça devient technique. En fait, si une lésion tendineuse a été réparée, si la lésion est de petite taille et que la réparation se fait de façon relativement à distance de la première intervention, on peut éventuellement retenter une réparation. En revanche, si c'est une récidive de rupture sur une rupture massive de la coiffe des rotateurs avec déjà des tendons qui sont de mauvaise qualité et une atrophie musculaire qui est en train de s'installer, bien entendu, il faudra passer sur un autre traitement. Alors après, tout dépend de l'âge des patients. Si effectivement on a des patients jeunes avec une demande fonctionnelle, aller directement à la prothèse inversée, il faut vraiment y réfléchir. On a une place avec des transferts musculaires palliatifs qui utilisent soit le transfert du grand dorsal, soit le transfert du trapèze inférieur. Ça, c'est vraiment technique et c'est vraiment à faire de cas par cas. Merci encore à tous les deux pour ce webinaire passionnant et merci à vous tous pour votre participation. Merci à toute l'équipe deuxièmeavis.fr qui a organisé ce webinaire. Le replay sera disponible dans quelques jours, donc n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions plus personnelles, Deuxième Avis et les deux docteurs et d'autres médecins très spécialisés sont à votre disposition. Et n'hésitez pas à nous donner votre feedback en répondant au questionnaire qui est sur le chat. Un grand merci à tous.